Super. Mais d'ailleurs, Philippe, du coup, je vais te laisser te présenter en premier. C'est le directeur de notre association et je vous laisse la main. Merci. Bonjour, je suis Philippe Delpierre, effectivement. Comme Béatrice l'a dit, je suis le directeur de cette association. Je suis aussi patient expert formé à la Sorbonne Paris. Voilà, j'ai on va dire une grosse on va dire carrière hospitalière avant de débarquer dans l'associatif. Voilà, et ça fait quelques années maintenant que j'officie pour les entreprises contre le cancer. Alors, Géry, je vais peut-être te dire de te présenter aussi. Oui, alors moi je suis le docteur Géry Cuveillet, je suis médecin du travail à l'IPAL dans un service interentreprise. Je suis médecin coordinateur adjoint en fait et on charge 3500 entreprises à peu près, on surveille 70 000 salariés, donc on a une bonne expertise sur les sujets de la santé en général dans le milieu professionnel. Super. David. Bonjour, donc moi c'est David Marteau. J'ai travaillé durant de nombreuses années dans une entreprise, dont 10 ans dans les ressources humaines et également en tant que chef de projet dans le social. Et c'est d'ailleurs cela qui m'a fait réfléchir à une reconversion. Et du coup, aujourd'hui, je suis coach bien-être et j'interviens aussi bien dans les entreprises que dans d'autres organismes sur des publics fragiles, malades et également sur des aidants familiaux. Voilà. Merci beaucoup. Virginie. Bonjour, donc Virginie Villard, je suis vice-présidente des entreprises contre le cancer. Je suis patient expert en cancérologie, donc je suis passée de l'expérience à l'expertise. Je travaille en parallèle pour un grand groupe de protection sociale où je suis consultante en entreprise, donc sur le domaine de l'action sociale et de la retraite. Et Christine, pour terminer. Bonjour, donc je suis Christine Ledo-Pichard. Je suis diplômée de l'Université des patients, donc patient expert, et je suis actuellement patiente partenaire à temps partiel dans un service hospitalier en hématologie. Je suis également membre actif de Patients Réseau qui accompagne donc les patients pendant et après. Et voilà, et diverses activités comme Aquadémie et le Café du rétablissement. Donc, comme Virginie, c'est le cancer qui m'a fait changer de voie puisqu'il a sonné à ma porte par 2 fois avec un AVC pour agrémenter le tout entre les deux. Et donc, je suis ravie d'être là avec vous et de pouvoir témoigner de ce qui a été mon retour au travail. Et même si j'ai eu la chance d'avoir été depuis 10 ans dans cette société, donc c'est quand même important, ça voulait dire qu'ils me connaissaient, et avoir également vécu la fin d'une entreprise, puisqu'on a tous été licenciés, et la recherche d'un emploi lorsqu'on est encore à temps partiel, avec des séquelles importantes. Voilà, je vous souhaite une bonne table ronde. Merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir attaquer le premier volet de cette table ronde. Merci beaucoup. Bien, alors si je vais me permettre de commencer, puisque c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de fixer, on va dire, je ne sais pas si on peut dire le cadre, mais en tout cas l'aspect, on va dire, plus réglementaire, peut-être un peu rébarbatif, mais qui est important en fait dans le contexte, parce qu'il faut bien comprendre que tous les systèmes qui sont mis en place existent et il faut les utiliser au bon moment, et notamment pour les patients qui en ont besoin. Et pour ça, encore faut-il qu'ils connaissent l'existence notamment, donc pour ma part, de la médecine du travail, du rôle de la santé au travail dans le monde du travail. Il faut savoir que nous, souvent, sont des structures, alors pour l'IPAL, qui sont accompagnées d'experts. On a des toxicologues, on a une médiatrice qui est d'ailleurs à ce webinaire, on peut avoir un nutritionniste, on va avoir des conseillers en prévention, des ingénieurs, tout ça pour objectif finalement de prévenir la dégradation de l'état de santé des salariés au travail et de les accompagner lorsqu'ils ont malheureusement quelques pathologies qui peuvent s'immiscer dans leur cursus professionnel.
Donc, les médecins du travail, pour ma part, tous les médecins du travail sont tenus au secret médical. Ils interviennent donc tout au long du parcours professionnel, de l'embauche, on fait des visites d'embauche jusqu'à la retraite et au départ, du monde du travail. Et concernant le sujet qui nous intéresse, on comprend assez rapidement que lorsqu'il y a une pathologie comme le cancer qui arrive dans le monde du travail, on soit amené, nous, à donner notre avis, en tout cas, si ce n'est pas notre avis, à accompagner les salariés en difficulté pour faire en sorte qu'ils retravaillent le plus sereinement possible. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de la médecine du travail. Donc, au préalable, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Il n'y a pas une prise en charge, mais des prises en charge. Le salarié à qui on pose le diagnostic, en fait, va se retrouver confronté à des incertitudes dans la prise en charge thérapeutique, dans la prise en charge, dans l'accompagnement, dans les délais, la fréquence des soins. Et tout ça, ça va créer une forte anxiété. Le salarié, qui a malheureusement le diagnostic, va être un peu perdu. C'est un coup un peu à devenir chèvre. Et donc, on essaye finalement de l'accompagner là-dedans au mieux pour qu'il se sente rassuré. Donc, le patient, en fait, pour lequel le diagnostic a été posé, va avoir du temps pour lui, pour les soins, et puis il va falloir qu'il anticipe ensuite sa reprise au travail. Et pour ça, en fait, il va falloir qu'il se retourne vers les autres. Et souvent, en fait, malheureusement, quand on diagnostique finalement cette pathologie, on se rend compte que les patients, les interlocuteurs se retrouvent dépositaires d'une information. Cette information résonne chez eux, puisque tout le monde a été plus ou moins confronté au diagnostic du cancer, soit chez ses proches, soit pour lui-même. Et donc, du coup, ça résonne très différemment et les comportements des interlocuteurs va inévitablement changer. On va se retrouver avec des interlocuteurs soit extrêmement présents, soit bienveillants, soit dans le déni complet. Donc, toutes les relations professionnelles se compliquent un petit peu dès lors que le diagnostic de cancer est posé. Pour ça, en fait, j'ai envie de dire, il y a une variable d'ajustement qui existe, et c'est la médecine du travail. La médecine du travail, comme elle est garante du secret médical, elle permet, si vous voulez, et qu'on a en plus une connaissance, on va dire, médicale et technique des pathologies, elle permet aux patients chez qui le diagnostic a été posé d'aller poser les problèmes techniques, même parfois très intimes, et puis on va avoir, nous, la possibilité de s'adresser après à l'employeur, par l'intermédiaire des fiches d'aptitude qu'on connaît, enfin anciennement fiches d'aptitude, maintenant ce sont des attestations de suivi, mais enfin bref, de proposer des aménagements de poste. Et ces aménagements de poste ont pour objectif, si vous voulez, d'équilibrer les échanges et d'éviter parfois les incompréhensions qui peuvent se dérouler dans le monde du travail. Et donc, j'ai envie de dire pratiquement, avant de parler de sa maladie, allez parler d'abord au médecin du travail pour savoir ce qu'on peut être amené à dire. Voilà, parce qu'il y a des informations, j'ai envie de dire, très intimes, très complexes, que l'employeur n'est pas tenu de comprendre ou d'entendre. Alors, on va dire, mais comment le médecin du travail il fait pour parler de la maladie sans parler de la maladie ? Tout simplement parce qu'on n'est pas tenu de parler des diagnostics. J'ai envie de dire, c'est pas que ce soit un cancer de la thyroïde ou un cancer du poumon, on n'est pas sur les mêmes pronostics. Et pratiquement, l'employeur n'a pas à le savoir. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir finalement le retentissement fonctionnel qu'aura la pathologie et la prise en charge thérapeutique sur l'état de santé du collaborateur avec lequel il va travailler pour faire en sorte que le travail soit le plus serein possible. Donc, je prends par exemple quelqu'un qui a une intervention chirurgicale, va présenter des douleurs d'épaule, qu'on lui ait fait un lambeau, qu'on ne lui ait pas fait de lambeau, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de savoir que l'épaule ne pourra pas être levée à 90 degrés et que donc, on va être tenu d'aménager le poste pour faire en sorte que la personne puisse travailler avec cette particularité-là. Et donc, on va… voilà. Après, il peut y avoir aussi des retentissements psychologiques ou sur des horaires de travail. Donc, on est légitime, nous, médecins du travail, pour faire ces propositions à l'employeur, et l'employeur est tenu de les prendre en considération. Et ça, finalement, ça évite bien des incompréhensions. Ça, c'est vraiment le rôle essentiel de la médecine du travail.
On peut nous solliciter à tout moment, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, de l'annonce de la pathologie, mais essentiellement dans un deuxième temps, en pré-reprise, dès que la personne a déjà arrive à se projeter finalement dans une reprise professionnelle, mais on va probablement en parler. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à solliciter le médecin du travail qui, lui, va donner un peu un cadre, d'autant qu'on a pour nous qu'on peut utiliser, si vous voulez, des outils sociaux. On pense à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou, par exemple, à des mi-temps thérapeutiques pour faire en sorte que le retour en milieu professionnel ne soit pas trop brutal. Et donc, on a tous ces connaissances. C'est pour ça que ça devient une consultation, on va dire presque complexe, où on aborde les sujets médicaux, individuels, sociaux, administratifs. Et puis après, on s'engage à aller à porter la parole du salarié en difficulté auprès d'un employeur pour faire en sorte qu'il le comprenne et que tout s'ajuste le mieux possible. Donc, c'est vraiment le rôle du médecin du travail sur tous ces aspects-là est essentiel. Alors, il n'y a pas que le médecin du travail. Je vais donner la parole à David tout de suite. Il y a aussi les DRH. Mais voilà, nous, on est vraiment une pierre à l'édifice qu'il faut savoir solliciter dès que vous pouvez, parce que tout le monde a une surveillance en santé de travail. Hein. Vous avez tous votre médecin du travail. Hein, vous le savez. D'ailleurs, on a juste une petite question avant que David commence. Est-ce qu'on peut solliciter la médecine du travail directement ou devons-nous automatiquement passer par nos services de ressources humaines ou managers? Non, vous pouvez appeler les services de santé au travail directement. Voilà, donc la réponse est oui. Oui, vous pouvez solliciter la médecine du travail directement. David, si tu as quelque chose à... Ok, merci. Donc, le rôle du RH durant toute cette période est très important également parce qu'il peut être également sollicité par le salarié, mais également par les managers parce qu'il y a quand même un vrai accompagnement à faire. Et surtout, c'est vrai, au retour du salarié où en fait, nous, on ne pourra pas de notre part contacter le salarié, c'est au salarié de nous contacter, mais au moins de pouvoir le diriger vers le médecin du travail pour une visite de pré-reprise. Nous également solliciter parce qu'on fera un entretien de reprise. Et ça, il est très important de faire l'entretien de reprise avec le salarié parce que le salarié revient quand même dans un état de stress. Ne sait pas comment se placer. Il y a tout ce qu'il a vécu durant toute cette absence. Et nous, on va être là du coup pour le rassurer, pour lui redonner confiance sur déjà qu'il n'a pas perdu son poste, qu'il va le retrouver. Et puis, voilà, le diriger sur l'entretien avec le manager, également pour refaire des formations s'il le faut, parce qu'il y a eu l'absence, il y a des choses qui ont pu évoluer également dans l'entreprise. Et nous, en parallèle, il faut également accompagner de managers. C'est vrai que le manager va se retrouver dans une situation où il ne va pas forcément savoir comment faire au retour. Donc, le rôle du RH est également très important, c'est de dire au manager de faire un entretien de reprise également pour déjà parler avec le salarié pour savoir comment il se sent, s'il a des craintes par rapport à cette reprise. Et du coup, c'est vrai que voilà, le RH est vraiment un rôle très important dans cette reprise pour faire en sorte que le salarié se sente bien dans cette reprise et vraiment, vraiment l'accompagner. En fait, on est vraiment là pour l'accompagner. Moi, j'ai eu pas mal comme ça d'expériences durant toutes mes années en RH où l'écoute est très importante, le conseil est très important et surtout rassurer le salarié qui est pour moi vraiment quelque chose de très important. Et si vous avez cette possibilité dans vos entreprises, c'est vraiment de créer un lien très important avec le médecin du travail. Ça, pour moi, c'est primordial pour pouvoir faire en sorte aussi que le salarié se sente très bien dans son entreprise à son retour. C'est de pouvoir échanger, même si le médecin a le secret médical, mais au moins voilà, de pouvoir échanger avec lui, que ce soit pour des adaptations de poste aussi, parce que le RH doit aussi intervenir sur des adaptations de poste, il y a un changement de poste à faire ou autre. Donc, c'est vrai que le RH a vraiment un rôle très important dans ce retour. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Du coup, est-ce que cet entretien de reprise dont tu as parlé doit avoir lieu avant le premier jour de reprise? Non, parce que du coup, on ne peut pas faire revenir la personne avant. Donc, il a lieu, on va dire, dans les 24-48 heures grand max, mais il faut que normalement, ça soit fait vraiment au
au retour, en fait. Voilà. Ça marche, super. Et du coup, maintenant qu'on a fixé un peu des cadres un petit peu pragmatiques, je propose qu'on attaque un petit peu plutôt la deuxième partie, qui va être une discussion donc ouverte et qu'on a pensé un petit peu par ordre chronologique, si je puis dire, c'est-à-dire de l'annonce jusqu'à la reprise du travail. Voilà, je vous laisse échanger. Oui, bonjour. Donc moi, je vais vous faire le témoignage de comment s'est passé en fait l'annonce de la maladie dans mon entreprise. Donc mon parcours en fait cancer n'a pas été linéaire. Je suis tombée sur un cancer non standard, ce qui fait que après j'ai eu une succession de petits arrêts de travail, ce qui a été quand même un peu déroutant pour l'entreprise. J'étais quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais et ces petits arrêts de travail successifs sont derrière moi de mon côté. J'ai eu 2 interventions chirurgicales, j'ai découvert le service d'oncologie, on a eu une recherche pour voir exactement le périmètre du cancer, savoir jusqu'où il était allé. Ce qui a été donc très compliqué pour moi au niveau de l'annonce de la maladie, puisqu'il a fallu un peu plus de 2 mois pour que je puisse réellement expliquer à mon entreprise que j'allais avoir un arrêt de travail de longue durée. Et ce point-là a été quand même un peu dur dans les cadres de les relations avec mes collègues, mon manager, et naturellement avec RH. Parce qu'à chaque fois, moi, j'espérais pouvoir retourner en entreprise, retourner travailler et aller mieux. Donc, il y a eu une sorte de descente lente et donc la discussion, la communication n'était pas évidente et une fois que j'ai eu mon diagnostic, là, c'était beaucoup plus facile pour communiquer et j'ai pu donc discuter avec mon directeur et mes collègues, sachant que étant dans l'entreprise depuis des ans, il m'était plus facile, moi, de pouvoir choisir. Je connaissais les RH, mon directeur et mes collègues et que choisir à qui je voulais parler et quelle communication je pouvais donner. Mais il y a eu, voilà, je voulais insister sur cette période de flottement qui est quand même délicate et qui met un tout petit peu en rogne vos collègues qui se retrouvent avec un surcroît de travail. Même si on vous donne votre ordinateur portable et que vous pouvez travailler de chez vous, vous avez néanmoins toute l'angoisse, les effets secondaires des différents examens qu'on fait sur vous. Toi, Virginie, comment ça s'est passé pour toi? Merci Christine pour ton témoignage. Donc moi, c'était à l'âge de 36 ans. J'ai senti une petite boule sur le côté du sein et j'ai attendu 9 mois pour aller voir le médecin pour lui dire que j'avais quelque chose qui n'allait pas très bien. Et à cette époque-là, le médecin m'avait arrêté pour une hypertension, donc 19-11. Donc, docteur, voilà, c'était beaucoup. Donc, le médecin m'arrête pour de l'hypertension. Et je lui ai dit, écoutez, pendant cette semaine-là, on va aller faire un check-up. Et elle me dit, on va montrer cette petite boule. Donc, une semaine d'arrêt maladie, rendez-vous chez le cardiologue pour la tension, mammographie. Et puis, il s'est avéré que suite au résultat de la mammographie, il fallait faire une biopsie. Donc, tout s'est très, très vite enchaîné. Alors, il fallait que je stabilise ma tension, que ma tension rebaisse. Donc, quand on vous annonce ce genre de choses, voilà, il faut faire une biopsie. Je ne vous dis pas, la tension, quand elle est élevée, elle explose encore plus. Donc, une fatigue extrême. Le cancer, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était les émissions, enfin les films à la télé de la maman avec son foulard sur les cheveux, enfin sur la tête, parce qu'elle n'a plus de cheveux. Et voilà, je ne connaissais pas le cancer. Ça me faisait peur. Dès que j'entendais le mot cancer, je changeais de chaîne. Et donc, arrive le jour de la biopsie. J'ai très, très mal vécu la biopsie. Pour moi, ça a été une catastrophe. J'ai eu très, très mal, mais je pense que c'était psychosomatique. Et il fallait attendre les résultats pendant 10 jours. Donc, moi, j'annonçais à mes collègues l'encours de mes examens. J'ai de la tension, je vais faire une mammographie, 36 ans, personne n'imaginait ça. J'ai une biopsie à faire. Et puis, j'avais des diagnostics assez rassurants autour de moi. On me disait, il n'y a pas de cancer dans ta famille, il n'y a pas de risque que tu aies un cancer, c'est peut-être juste de la mastose, voilà. Et donc, pas particulièrement de soutien. Et donc, on était en début d'année commerciale, j'étais commerciale à l'époque.
Et donc, tout le monde pensait que j'allais revenir, que c'était un arrêt maladie, on va dire, limite presque de complaisance, hein, parce que pour eux, c'était juste de la tension, de la fatigue. Et voilà, donc 10 jours après, le résultat est tombé. Et là, bah, tout s'est écoulé parce que je l'ai annoncé à mon entreprise que j'allais avoir un arrêt maladie assez long. Les médecins m'avaient prévenu que c'était à peu près 1 an de traitement. Et je n'ai eu aucun accompagnement de la part de mon entreprise, aucun contact direct de la part de mon manager ou de mes collègues. J'en avais de temps en temps, j'espère que tu vas bien, enfin, vous savez, hein, des petits messages comme ça de politesse. D'autant plus que je continuais à avoir une vie active, hein, parce que quand on vous annonce un cancer et puis on passe beaucoup de temps à l'hôpital, on prend des cafés, moi c'était le printemps, on me croisait dans la rue, j'étais blonde avec des cheveux longs, toute jeune, toute pimpante, on me disait oh, ça a l'air d'aller, donc les messages passaient dans l'entreprise comme quoi on m'avait croisé, que j'avais la pêche, que j'avais la forme et que j'étais en arrêt maladie. Voilà, et c'était assez difficile. L'annonce du cancer a été difficile personnellement pour la famille, pour mon fils qui était très jeune à l'époque. Et puis, aucun soutien de la part de l'entreprise. On se sent inutile d'un coup, vraiment inutile. On n'a plus de rendez-vous clients, on n'est plus conviés aux réunions. Voilà, on nous raye de la vie de l'entreprise. Alors, notre agenda se remplit par des rendez-vous parce que c'est très long, hein, Christine, tu le sais, c'est très long. On a des rendez-vous chez le cardiologue, on a des rendez-vous chez les anesthésistes, il y a les opérations. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Je ne vais pas vous faire le protocole, mais certes, on passe un peu de temps à avoir une vie sociale, mais on passe aussi beaucoup de temps dans les salles d'attente à lire, à méditer et à stresser. Donc voilà, et quand on se sent inutile et quand on a une vie professionnelle très active et que du jour au lendemain, on ne l'a plus, ça fait mal. Super, merci Voilà. Virginie. Philippe, si tu veux ajouter quelque chose un petit peu pour parler donc, de l'annonce de la maladie et de son cadre, je te laisse la main. Ouais, non, juste synthétiser un petit peu avant qu'on passe aux questions, un peu synthétiser tout ce qui a été dit, parce que en fait, ce qui ressort vraiment déjà de ces 4 propos, c'est vraiment le côté déjà pluridisciplinaire. On voit bien qu'il n'y a pas un seul acteur dans le parcours, il y en a plusieurs. Et, le deuxième enjeu, je dirais, c'est vraiment, en fait, on voit bien que c'est l'accès à l'information. Ce qui manque cruellement, on voit bien, c'est l'accès non seulement à l'information et à une bonne information, et puis de s'y retrouver dans cette multiplicité d'acteurs. Je reprendrai un peu les propos de Géry, c'est qu'effectivement, moi je vois pour la médecine du travail, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui finalement, la plupart des gens au sein de l'entreprise n'ont pas connaissance de ça, ne savent pas à quoi ils ont le droit. Et là, je rejoins le troisième point, qui est vraiment l'enjeu dans le cancer, c'est l'accessibilité au droit. C'est-à-dire que vraiment, il y a des dispositifs, il y a des choses qui sont faites, notamment à travers la médecine du travail. Et malheureusement, il y a une méconnaissance de ces axes. On a vu que David, lui, les connaissait, et c'est très bien, mais je pense qu'on peut dire quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise qui n'ont pas connaissance de ces réseaux-là, de ces biais. Donc voilà, on a une bonne cartographie un petit peu de tout ce qui peut se faire, et encore, je pense qu'on n'aurait pas assez de temps pour dire, parce qu'il y a encore d'autres choses à côté, on va dire en périphérie, mais déjà, si on avait déjà le minimum de tout ce qui a été décrit là, à travers l'intervention de Virginie, de Christine et de Géry et de David, ce serait déjà, on va dire, une bonne base et quelque chose d'idéal. Donc on voit bien déjà ce qui est déjà présent et ce qui tend vers ce qu'on pourrait désirer de bien pour être bien suivi durant son cancer. Merci Philippe. On va continuer un petit peu, c'est-à-dire avec cette espèce d'ordre chronologique, c'est-à-dire pendant les soins, je vais redonner la parole du coup à Christine, pendant les soins, un petit peu donc ce moment de latence qui est avant le retour au travail, comment ça se passe, comment on peut aussi… Thierry veut nous dire quelque chose. Oui, là, si je pouvais faire une remarque, et après Christine interviendra. Ce qu'il faut bien voir concernant le cancer, et le témoignage de Virginie, il est assez édifiant en fait sur tous ces aspects, c'est que de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'anticipation anxieuse et l'idée qu'on se fait, qui est en fait parfois assez erronée par rapport au diagnostic du cancer, il y a un truc, une espèce de monstre qui se jette sur vous. Or, faut savoir que désormais,
les cancers, évidemment, dans une grande proportion des cas, sont des pathologies maintenant qui sont des pathologies chroniques. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur des notions qu'on avait, qui sont assez archaïques et qui sont liées en fait à ce qu'on a en tête depuis de notre plus tendre enfance, en fait, de l'histoire d'un grand-parent, et en fait qui sont des élucubrations finalement du cerveau. Le cancer reste désormais une pathologie chronique qui relève d'un accompagnement régulier, mais c'est bien ça dont on parle, c'est-à-dire c'est de la pathologie chronique dans le monde du travail. Et donc, il faut se préparer à ça. C'est-à-dire qu'on a un monde qui s'écroule et puis après, on vous dit, mais non, mais finalement, non, pas tant que ça. Hein, vous devez retravailler un peu comme avant, quoi. Mais le comme avant, c'est… On vit avec le cancer, c'est ce que tu veux dire. On vit, pas forcément. oui. Et, comme un diabète, comme une maladie sur le long cours, quoi. Oui, alors, en fait, on vit. On vit tout court, on vit avec, sans, avec 1m70, 1m30, 1m… Vous voyez ce que je veux dire? On vit, on ne fait que vivre. Et on vit aussi avec ça, mais on vit avec notre histoire. Absolument. Donc, si je rebondis sur pendant les soins, comment ça se passe, ces relations? Je vais vous faire comme tout à l'heure, je vais vous expliquer d'abord, moi, mon cheminement pendant les soins et l'impact sur l'entreprise. Moi, pendant mon traitement, j'ai eu une première ligne de traitement de quelque chose que moi, dans ma non-connaissance du milieu, j'appelais de la chimio soft, ce qui va certainement faire rire notre médecin. Donc soft, pourquoi? Parce que pour moi, voilà, c'était énorme. J'allais pas perdre mes cheveux. Pour moi, c'était important. Soft égale pas perdre ses cheveux. Et j'étais donc persuadée que j'allais pouvoir retourner au travail une fois que j'aurais commencé à gérer ces effets secondaires que j'avais, qui étaient des maux de tête incroyables. Alors, je ne suis pas une migraineuse et des grandes fatigues. Donc, voilà, j'étais en relation avec mon entreprise, toujours en leur disant « Super, je gère ça, ne vous inquiétez pas. » Et je rentre bosser. Donc, je suis retournée, moi, non pas en entreprise, donc j'avais quand même mes collègues qui venaient pour m'apporter des dossiers, mais j'avais toujours mon ordi et tant faire se peut, j'ai essayé de me connecter, sachant que petit à petit, sournoisement, la mémoire est partie. Les réactions, j'étais plus du tout dans… Je commençais vraiment, c'est cette partie-là où je me suis rendu compte que je partais d'un domaine pour rentrer dans un autre. Surtout que lorsque cette ligne a été en échec et que là, on m'a annoncé qu'en moins d'une semaine, on allait me mettre une chimio, une vraie, qu'on passait, comme dirait le médecin, mon oncologue, on passe aux choses sérieuses. Donc, allons-y. Et en une semaine, vous devez… donc là, je perdais mes cheveux, mais vous devez voir un cardiologue, vous devez voir un pneumologue. Enfin, vous allez voir tous les spécialistes qui sont là pour vérifier si votre corps, vos organes vont tenir, vont supporter cette chimiothérapie. Et de ce fait, là, je devais faire une annonce officielle à mon entreprise et également à mes proches, ce que je n'avais pas fait au préalable. Et quant à l'annonce à l'entreprise, donc là, j'ai vu mon responsable et j'ai commencé, j'étais dans l'immobilier d'entreprise, à vouloir répartir mes immeubles, faire une checklist des urgences. Voilà, je l'ai fait vraiment professionnel, comme si je laissais mes dossiers, mais je n'ai eu aucune… J'ai envoyé un mail à mon RH, mais j'ai aucun retour de RH. Alors, j'avais mis enfin que si vous voulez me contacter, j'étais à leur disposition. Mon directeur, lui, j'ai eu régulièrement des contacts avec, mon manager aussi, mais qui s'est rendu compte petit à petit que je ne pouvais plus. Je n'arrivais plus. Voilà, au fur et à mesure des traitements, pendant les traitements, surtout avec cette chimio lourde, je n'étais plus capable de rien faire, même de lire, puisque pendant cette chimio, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus lire. C'était flou. À la fin, je manquais d'équilibre, je n'arrivais plus à marcher toute seule. J'ai perdu un nombre de poids important. Voilà, c'était tous ces éléments-là qui sont venus petit à petit, où j'ai eu besoin de plus en plus de la présence de mes proches pour la vie de tous les jours, tout simplement. Mes collègues qui très gentiment m'abreuvaient en mettant un peu m'apportant du travail, c'était naturellement des collègues et amis, sont venus passer du temps avec moi, tout simplement, me venir à l'heure de table, certains, pour que je ne sois pas seule, puisque mon mari, lui, m'a continué à travailler. Il y en avait au moins un, il fallait bien qu'il y en ait un qui bosse. Et j'ai eu cette présence vraiment très, très forte. Et même, ça vous permet une anecdote, mais pour moi, c'est énorme.
pendant mes chimios en plein hiver, trouver un taxi pour revenir de l'hôpital conventionné. Eh bien, quand il neige, il n'y a plus personne. Et c'est mon directeur qui a quitté le bureau et qui est venu en voiture parce qu'il m'envoyait un SMS pour prendre des nouvelles. Et je lui réponds, ben là, ça fait 1 heure que j'attends un taxi et personne n'arrive. Et c'est lui qui est venu. Donc, je voulais quand même voir que ce que je veux juste passer comme message, c'est que même si moi, dans mon cas, je n'ai pas eu vraiment d'aide au niveau RH, au niveau médecine du travail, je ne savais pas qu'on pouvait les joindre. En revanche, j'ai eu un médecin de la sécurité sociale très intéressé par ma pathologie qui m'a fait venir plusieurs fois pour me contrôler, mais surtout pour apprendre sur cette maladie. Il m'a fait venir 3 fois. Et ce que je lui ai expliqué, c'est qu'à chaque fois, mon mari est obligé de poser une demi-journée de congé pour m'accompagner parce que je n'étais pas capable d'y aller seule. C'est lui, néanmoins, qui m'a expliqué que je pouvais faire appel au médecin du travail, que je pouvais avoir un mi-temps thérapeutique, le côté positif de ces réunions. Et au niveau de mon entreprise, en fait, grâce en fait à ces personnes, collègues et amis qui sont venus à l'appartement, j'ai eu quelque part des alliés pour bien faire comprendre que mon arrêt de travail, mon ALD, je n'étais pas en vacances et entre les soins, que d'être patient en oncologie, c'est un travail à plein temps. Parce que vous passez votre temps, vous avez vos chimios, vous avez quelques temps pour récupérer. Et là, vous vous obligez, en tout cas, de mon côté, je m'obligeais à marcher, je m'obligeais à manger, je m'obligeais à remonter mon corps pour aller faire les examens et resubir mes autres chimios. Au point que j'ai géré vraiment ma chimio, ma maladie, comme un dossier professionnel, en me disant, je suis partie de moi-même, je dis voilà, il faut que j'arrive, l'oncologue m'avait dit que le temps est contre moi, j'ai mes cures de chimio, même si on me les interdit. À un moment donné, on ne voulait pas que je la fasse, que je n'avais pas assez de globules rouges. Ben, j'ai dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je suis là, je suis le warrior, j'ai besoin d'y aller. Et donc, toute votre énergie, vous la monopolisez pour la maladie et vous avez tendance à oublier. Oublier, c'est pas vraiment le terme, mais à tirer un peu sur l'élastique avec l'entreprise, c'est-à-dire que vous donnez de moins en moins de nouvelles, vous êtes de moins en moins présent, puisque votre objectif, c'est votre vie. Et donc, vos silences sont parfois mal interprétés, mais il est important de montrer l'arrière de la carte, c'est-à-dire que socialement, vous n'êtes plus en entreprise, vous n'êtes plus là, vous ne donnez plus de nouvelles, vous n'êtes plus présent pour répondre aux demandes quand un de vos collègues qui a votre dossier est paumé, c'est parce que vous, de l'autre côté, mais vous ramez comme il n'est pas permis. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer pour les entreprises. Virginie, j'ai peut-être été un peu longue, mais… Non, c'est très intéressant et merci beaucoup, c'est très émouvant parce que du coup, un témoignage nous rappelle toujours aussi des choses quand on l'a vécu. Alors moi, à l'annonce du cancer, comme je disais tout à l'heure, je n'avais aucun contact avec mon entreprise, si ce n'est des petits messages à droite à gauche. Je n'ai partagé aucun moment avec mes collègues. Ça a été une opération, première chimiothérapie. J'ai fini en réanimation puisque j'étais en aplasie, donc plus de globules, plus de défense immunitaire. Donc, un petit rhume est passé par là pour finir en réanimation. Et là, en réanimation, on prend conscience de la gravité de ce qu'on a. Parce que moi, j'étais un petit peu dans le déni. Je faisais un gros tabou de ce cancer. Je disais à tout le monde que j'avais un petit cancer et que c'était rien du tout. C'était un petit cancer et que tous les traitements que j'avais, c'était des traitements préventifs parce qu'on m'avait enlevé ma tumeur et que de toute façon, ça allait être 9 mois. Limite, j'en jouais en disant autour de moi. Et en fin de compte, c'était aussi pour porter les gens autour de moi, pour qu'ils se sentent bien. Je faisais comme si tout allait bien. Donc, je perdais mes cheveux, je perdais mes cheveux, mais je trouvais que ça m'allait merveilleusement bien de ne pas avoir de cheveux. Mes ongles se dédoublaient, me faisaient énormément mal, mais non, mais c'était pas grave. Mon vernis à ongles était magnifique. Enfin voilà, j'ironisais beaucoup, ça te fait rire, Christine, parce que mais j'ironisais beaucoup sur le sujet. Je plaisantais, mais bon, tous les matins, je pleurais dans ma baignoire et je n'avais pas le droit de pleurer devant mon fils qui avait 7 ans. Je n'avais pas le droit de pleurer devant ma mère qui venait de perdre mon père, qui venait de décéder d'un cancer foudroyant. Enfin, voilà, j'avais l'impression que je ne devais pas en rajouter une couche à mes proches
Bon, milieu professionnel, je ne me sentais pas soutenue, je n'avais pas de nouvelles, donc le problème était réglé. Je devais, en fin de compte, j'étais en permanence en train de jouer une pièce de théâtre. C'était, voilà. Je me souviens d'un moment où j'étais en réanimation. Une collègue m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien et je lui ai répondu « Oui, ça va, je suis en réanimation ». Et je n'avais pas conscience de l'impact de mes mots. Tout était ironique, mais ça m'a sauvée en quelque sorte parce que le fait de jouer la comédie, ça me permettait de garder la tête haute, de me préparer, de me faire belle dès que ça allait bien, de me focaliser sur des futilités, mais ça me permettait de me sentir en vie. Et comme disait Christine, je suis sortie aussi de réanimation quelques jours après. Bon, il fallait recommencer la chimio moins d'une semaine après, donc c'était très compliqué parce qu'on commence à aller mieux et on doit repartir dans ce système de chimio où on nous injecte des produits. Donc dans les premières 24 heures, ça allait à peu près, mais hop, on retombait à ne même pas pouvoir ouvrir une bouteille d'eau. Moi, je me souviens, je disais à mon fils, avant de partir à l'école, tu peux m'ouvrir la bouteille d'eau? Voilà, enfin, c'était des… et les gens aussi, l'entourage ne comprenait pas parce que… il y a des moments où je pétais la forme et il y a des moments, j'étais incapable de soulever quelque chose. Et à la différence de toi, Christine, moi, je mangeais parce que j'avais eu la perte de goût et j'étais en permanence à la recherche de ce goût que j'avais perdu et d'odorat. Et donc, du coup, je me gavais, je mangeais énormément et ça m'évitait aussi les nausées. Et voilà, donc Merci beaucoup. Vous avez goût de chimio. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais redonner peut-être la parole à Philippe ou peut-être Géry et David s'ils veulent nous parler justement des dispositifs qui existent dans ce moment-là qui est avant le retour au travail finalement. Oui, sur la communication, finalement, parce que tu parlais des messages que tu échangeais avec tes collègues, Virginie, justement, c'est souvent un sujet, ça aussi, qui revient souvent, c'est entre deux, entre guillemets, où quelque part légalement, on n'a pas trop le droit d'échanger avec son employeur, mais dans les faits et surtout dans le pratico-pratique, dans les faits déjà, bon, on va pas s'empêcher de discuter avec ses collègues et de s'envoyer des messages et de se tenir informé, mais effectivement, la question c'est comment on peut en tant qu'employeur maintenir le contact. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que parce qu'effectivement la loi entre guillemets pas nous en empêche, mais nous empêche de rentrer en contact avec le salarié durant la maladie, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour le manager ou pour le RH ou pour tout autre acteur de l'entreprise de rester en contact? Est-ce que le médecin du travail peut rester en contact? Est-ce qu'il peut suivre est-ce qu'on peut rester en contact avec son médecin du travail, etc. quoi. Géry, je ne sais pas si tu veux… Vas-y, Géry. Oui, moi je veux bien intervenir pour ma partie. Pour nous, c'est facile, hein. On est tenu au secret, on voit les salariés, ils sont avec leurs difficultés, on est médecin, donc on a une approche, on va dire, enfin c'est notre métier, on sait faire. Enfin, il n'y a pas de difficulté. On reçoit des patients qui sont différents de ce qu'ils étaient avant. Ils redécouvrent, ils refont l'expérience d'un nouveau corps, d'une maladie, d'une souffrance. Ça évolue, ça change, leur esprit évolue aussi. Donc, on sait qu'on les accompagne là-dedans. Et j'ai envie de dire, en visite de pré-reprise, on peut tout à fait faire ça. Je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. L'idée étant toujours de leur donner une perspective. Quand vous reprendrez, on sera là pour faire ça. Si vous avez encore ces symptômes-là, on le fera comme il faut. Vous inquiétez pas, les horaires seront aménagés et on essaye de faire ces propositions. Hein, c'est la loi au DRH qui lui, va s'approprier l'information, va faire au mieux pour faire en sorte d'appliquer nos avis. D'où l'importance d'échanger, nous, avec les DRH. Je passerai la parole à David tout de suite après, pour justement peut-être donner une perspective en termes de temps, parce que souvent, ce qui pose des difficultés, c'est qu'on a un patient qui ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. En réalité, il ne sait même pas si la chimio sera efficace. Tout ça, c'est souvent des paris sur l'avenir. Donc, nous, on se doit peut-être de donner, même si on n'a pas de boule magique, mais de donner un cadre. Voilà, même, alors ça peut parfois être poussé, mais voilà, on verra ça dans 2 mois. Pendant ce temps-là, occupez-vous de vous, si on parle aux patients. Et si on parle au DRH,
Il dit, on verra à la reprise, mais je pense que probablement à la reprise, la personne ne pourra plus faire des horaires de nuit. Ah, d'accord, ok, donc il va falloir que j'anticipe et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, ça évite, si vous voulez, de parler de la maladie, mais on parle que des retentissements fonctionnels. Et puis ça rassure en fait le patient de l'autre côté, parce que lui, il doit savoir, quoi. L'anxiété, c'est la peur sans objet, comme on dit. J'ai peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. On a peur tout simplement de l'avenir, on a peur de mourir, on a peur pour ses enfants, on a peur pour ses proches. En fait, la personne qui est malade, elle est brutalement seule. Et cette solitude, elle est profonde au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment une solitude qui vous ronge de l'intérieur. Et ça, il faut redonner de la vie et de l'existence. Donc nous, si on peut, le médecin du travail, il est ce qu'il est, hein, mais si on peut redonner du sens en disant, vous inquiétez pas, ça va recommencer. Parce que nous, on a l'expérience, hein, on en voit d'autres. C'est pas juste un patient. La personne, elle est malade, c'est sa maladie. Mais nous, on en a vu quelques-uns avant. Donc, on sait globalement. Après, l'histoire est ce qu'elle est, mais on sait. Voilà. Après, pour ce qui concerne le DRH et la faculté qu'a l'employeur à appeler le salarié, c'est hyper délicat. Je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Je pense qu'il y a un savoir-faire et une subtilité qui relève vraiment de la compétence du DRH. Et ça, là-dessus, parce que être intrusif, c'est toujours délicat. Donc, il faut trouver les bons mots, le bon ajustement. Ça relève aussi de l'historique et peut-être de la confiance que le salarié accorde au DRH aussi. Donc, c'est des choses qui se construisent. Je ne sais pas ce que pense David. Justement, effectivement, il y a beaucoup d'entraves. Il y a des facteurs favorisants, mais il y a aussi des entraves au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a le secret médical, tu en as parlé, Géry. Et puis, je pense que David peut nous parler aussi, parce qu'il y a le secret professionnel qui vient se jouxter, effectivement, et qui limite un peu les interactions durant le traitement. Mais on va laisser la parole à David. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que, hormis si le salarié nous a dit qu'on peut le contacter durant en fait, toute cette période, oui, on peut se permettre de le faire, mais on ne peut pas prendre cette initiative si le salarié ne nous dit pas, on ne peut pas. Donc, on dépend en fait du médecin du travail quand on a des échanges où il nous dit, voilà, je l'ai revu, peut-être qu'on envisage un retour à tel moment, mais à aucun moment, que ce soit le manager ou le RH, ne peut prendre contact avec le salarié s'il n'a pas l'autorisation. Moi, j'avoue que j'avais créé des belles choses avec mes salariés et mes managers où quand le salarié m'a annoncé un arrêt de longue maladie pour une maladie autre, je me permettais à la fin de l'entretien de dire, est-ce que voilà, tu me permets pendant cette période de te contacter pour prendre de tes nouvelles. C'est voilà, faut pas dire pour savoir quand est-ce que tu reviens, c'est prendre de tes nouvelles. Faut faire hyper attention en fait aux mots qu'on emploie. Mais parce que le côté, si on demande la date de retour, tout de suite le salarié va se mettre dans un état de stress en disant faut que je revienne parce que voilà, mon manager veut que je revienne parce que c'est le bordel peut-être au travail autre. Donc il faut surtout faire très attention, c'est les mots qu'il faut employer et surtout en tant que RH. Donc nous non, en fait on peut pas prendre contact si on n'a pas l'autorisation du salarié, ça c'est sûr. Oui. Et tu penses que en termes d'apport en fait aux salariés, est-ce que tu penses que ce serait un bon biais aussi d'apporter autre chose, c'est-à-dire de lui maintenir un niveau d'information qui permettrait de favoriser sa reprise au travail en lui disant les gros changements, les grosses lignes, quoi, parce qu'effectivement, pour qu'ils se maintiennent, encore une fois, sur la base du volontariat, mais est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des salariés qui te disent moi, j'aimerais bien qu'on me tienne au courant quand même des évolutions au sein de l'entreprise pour pas que je sois trop largué quand je reviens? Oui, tout à fait. Ça s'est arrivé parce que ils ont plus accès forcément aux outils de l'entreprise. Où ils me disaient, je sais pas s'il y a un changement de direction ou une réorganisation dans le service. Est-ce que tu peux me tenir au courant donnant les grandes lignes, hein. Ça arrive régulièrement qu'on me le demande. Mais après, il faut avoir créé quelque chose avec ses équipes. C'est surtout ça en fait qui va être très important. Et voilà, moi, j'avais réussi à créer ça et que ça m'a permis, moi, de pouvoir, et c'est très important. Et quelque chose qui est aussi très important dans le rôle du RH, c'est le rapport avec le manager. Parce que le manager, lui, va tout de suite voir ses objectifs dans l'entreprise. Une personne en moins, ça veut dire qu'il faut que je donne du travail supplémentaire à mes équipes parce que je ne peux pas faire remplacer. Et ça, c'est vraiment un vrai travail à faire. Et ça, on se bat en fait avec les managers parce qu'ils sont là à venir. Elle est parvenue,
il faut me la remplacer. Nanana. Et le RH, là-dessus, il a un vrai travail à faire parce que le manager, il doit appliquer aussi également les choses et que ce soit les managers et je trouve les salariés. C'est les salariés, pareil, pendant toutes ces périodes-là, il faudrait qu'ils soient accompagnés parce que eux, ce qu'ils voient, c'est leur petite personne en se disant, moi, je suis en train de faire son travail alors que, moi, déjà, j'en ai beaucoup à faire. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il manque beaucoup de choses sur ces deux accompagnements. Justement, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, David, parce que je vois que Christine et Virginie en ont parlé des relations, notamment avec les équipes, et Géry l'a évoqué aussi, c'est l'impact de ça sur les équipes et comment tu communiques avec les équipes. Et moi, ce que je voudrais savoir en tant que RH et aussi Géry en tant que médecin du travail, qui peut aller vers les équipes comme ça pour expliciter un petit peu la situation et qu'effectivement, comme dit Christine, la personne n'est pas partie en vacances, elle n'est pas en train de siroter un mojito sur la plage. Voilà. Et est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est souhaitable et est-ce que ça se fait? Alors déjà, le salarié n'est pas obligé en fait d'en avoir parlé avec son équipe. Donc souvent, c'est un truc entre le manager et la RH. Et là-dessus, en tant que RH, on ne peut pas intervenir au sein de l'équipe en disant voilà, la personne est absente parce qu'elle est malade. Ça ne se fait pas en fait. On ne peut pas le faire. Il y a le secret professionnel. Oui. Et là-dessus, non, on ne peut pas en fait intervenir. Mais c'est en amont en fait. C'est en amont, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une genre de petite boîte à outils qui soit en fait présentée dans les équipes. Qu'en fait, il y a cette petite boîte à outils qui dit voilà, un salarié est absent. C'est pas parce qu'il est absent que il y a plein de choses autour en fait. Il y a plein de choses autour à mettre en place sur cette partie-là en fait. Si je peux me permettre, je vais prendre la parole. Il faut déjà qu'il y ait de la sensibilisation au-delà des malades, de la sensibilisation dans l'entreprise, que le salarié, avant de savoir qu'il est malade, qu'il peut être accompagné le jour où il y arrive quelque chose. Et le collègue se dit, voilà, moi je travaille dans une entreprise où il y a de l'accompagnement sur le cancer. Si un jour j'ai un de mes collègues qui tombe malade, je pourrais être accompagné. Si moi-même je tombe malade, je pourrais être accompagné et je pourrais contacter le médecin du travail, mon RH, et ne pas se renfermer sur lui-même au moment où on lui annonce la maladie. Justement, quand il partira en arrêt maladie, il se dira, tiens, moi je suis dans une entreprise où ils sont bienveillants. Je sais qu'ils vont pouvoir m'accompagner, je sais que j'ai une bonne mutuelle, je sais que j'ai des recours. Et voilà, parce que si le salarié se sent dans une entreprise où il n'y a pas spécialement de sensibilisation, le jour où ça lui tombe dessus et il ne prendra pas l'initiative de contacter son médecin du travail qu'il a vu une fois tous les 2 ans ou son RH qui voit une fois tous les 2 ans aussi ou à ses changements de poste. Parce qu'un salarié qui tombe malade, ça ne veut pas dire qu'il a déjà rencontré son RH. Et en plus, les RH changent régulièrement dans les entreprises. Le RH qu'il a à l'annonce de la maladie ne sera peut-être pas celui qu'il aura à son retour au travail. Ça tourne dans les entreprises aussi. Oui. Mais si le salarié, en amont d'une maladie, et je le souhaite à personne, sait que dans son entreprise, il y a déjà de la sensibilisation, qu'il y a de la bienveillance, le jour où, hélas, cette nouvelle lui arrivera, il partira, mais sereinement. Et voilà, il aura des coordonnées. Il aura, comme disait David, sa petite boîte à outils au cas où il lui arrive quelque chose ou au cas où ça arrive à un de ses collègues aussi. Ça rejoint ce que disait David en disant qu'effectivement, tout était à anticiper, notamment la relation de confiance qu'il a créée avec ses salariés. C'est quelque chose qui s'improvise on va dire en bas du mur. Et je vois que dans le chat, il y a Madame Santana et Madame Péché qui disent notamment qu'effectivement, il faut savoir où trouver les ressources et qu'il faut créer les dispositifs en interne. Là, ça ne s'improvise pas sur le tas, comme tu dis, effectivement. Il faut qu'effectivement, les salariés savent déjà, ou même les RH, les managers, même les médecins du travail, eux, je pense qu'ils créent les dispositifs, mais voilà, ils ne peuvent pas faire tout seul. Il faut que ce soit, encore une fois, pluridisciplinaire. Effectivement, ça s'anticipe, ça s'innove pas sur le tas. Voilà. Faire de la communication sur l'intranet, c'est bien, mais un salarié qui est malade, il ne va pas se connecter à son intranet. Il a déjà du mal à retrouver son mot de passe, donc il ne va pas se connecter sur l'intranet. Voilà. Disons que ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, je peux vous apporter, dans mon entreprise, moi, j'étais dans une société américaine où on avait énormément de choses différentes en interne et on avait quelque chose qui s'appelait Health at Work.
où on était un petit groupe et on travaillait pour, quand c'était la semaine du tabac, on organisait des informations sur le tabac, on regardait avec le président si on ne pouvait pas avoir un peu d'argent pour aider les salariés ou faire une compète pour aider les salariés à arrêter de fumer. On faisait la semaine de l'alimentation, on faisait venir une diététicienne. Enfin, vous voyez, on faisait pas mal de choses comme ça. Et moi, j'ai proposé, après, une fois que j'étais un peu plus stabilisée, de faire de l'écoute et de l'aide pour le cancer et les maladies chroniques, en disant, ben voilà ce que j'ai vu, puisque j'étais déjà dans ce groupe. Et j'ai proposé en fait ça, pouvoir aider de mon expérience les salariés qui le souhaitaient. Et c'était vraiment à titre personnel, mais je pense que pour les sociétés, pour les RH, c'est important d'avoir des salariés qui ont cette expérience et qui acceptent d'en parler, de se dévoiler, d'en parler. Et ça peut être un lien plus facile pour le salarié touché par la maladie ou celui qui accompagne également son compagnon ou sa compagne ou un membre de sa famille, un enfant, dans le cadre du cancer. Si je peux me permettre, en fait, sur une de mes expériences que j'ai eues comme ça, j'étais responsable de site et du coup, une fois par mois, en fait, j'organisais des thématiques, on va dire, où je faisais intervenir une association et je faisais intervenir également un salarié, du coup, qui voulait bien, en fait, parler en fait de cette problématique. Et du coup, j'ai une personne qui avait eu un cancer. Du coup, j'ai fait intervenir une association. La personne a témoigné et moi, en fait, j'intervenais derrière du coup pour expliquer en fait comment faire, vers qui se retourner quand voilà, on se retrouvait dans cette situation, l'avant, le pendant et l'après en fait. Et ça, du coup, ça a été quelque chose que j'ai mis en place tous les mois sur différentes thématiques. Et ça, c'était vraiment très, très bien perçu. Et plus ça allait, plus il y avait de monde qui venait parce que pour se renseigner de tout ça, en fait. Voilà. Je voulais rajouter juste ça. Alors, je ne sais pas si les participants ont des questions à poser aux intervenants, n'hésitez pas. Justement, Madame Péché elle parlait du dispositif d'Hélène Bonnet qu'on connaît avec Christine, parce qu'on a été à l'Université Passion avec elle. Donc voilà, elle avait déjà créé ce dispositif avant d'intégrer l'Université des patients et de devenir patiente experte. Et donc oui, c'est on va dire un outil intéressant qu'elle a créé. Elle a créé des cellules cancer entre guillemets au sein des antennes Sanofi. Donc effectivement, c'est un des exemples qu'on pourrait donner pour illustrer ce qui peut être fait en entreprise, notamment sur des grosses structures, pour justement aider et accompagner les salariés atteints de cancer. Mais c'est ce que fait aussi un petit peu les entreprises contre le cancer, Philippe. Les entreprises contre le cancer vont dans les entreprises pour faire de la sensibilisation. Donc, et de l'accompagnement aussi. Et de l'accompagnement aussi. Donc, il y a les groupes de sensibilisation avant la maladie. Il y a aussi l'accompagnement individuel par les patients experts bénévoles des entreprises contre le cancer. Donc là, ça permet aux malades d'avoir un interlocuteur qui a vécu, même si c'est pas la même chose, mais qui se comprendront. Et puis après, la mise en place de boîtes à outils, la mise en place aussi d'ateliers personnalisés. Et ça va même, hélas, jusqu'à l'accompagnement du deuil auprès des collègues. Voilà, on pense toujours à notre dernier client, adhérent, voilà, qui avait vécu un deuil dans son entreprise. Ça avait impacté les collègues. Et toi, Philippe, tu étais allé en urgence, justement, je me souviens, à Rennes pour accompagner les collègues et l'entreprise sur ce oui, c'est un autre sujet, effectivement. Bon, on en meurt quand même aussi du cancer, malheureusement, et ça arrive aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Tu fais bien de le rappeler aussi, Virginie, parce qu'on parle beaucoup de retour à l'emploi, de retour, mais on ne peut pas exclure malheureusement la finalité qui existe. Et ça, pareil, encore une fois, hein, c'est quelque chose après je donnerai la parole à Madame Santana, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. C'est aussi que la mort fait partie malheureusement du programme, on ne peut pas l'exclure, et que ça arrive aussi, ça c'est un autre sujet qu'on abordera probablement, mais même si c'est un sujet un peu tabou. Et là pareil, je reviens sur David et sur Géry, mais effectivement, comment en tant que médecin du travail, comment en tant qu'RH on peut gérer ça. Encore une fois, c'est pareil, tout est pluridisciplinaire, on ne peut pas faire tout seul, il faut être plusieurs. Nous, je vois dans les entreprises contre le cancer, on fait vraiment, on va dire, une partie de l'action qu'on a, c'est de faire le lien entre tous ces acteurs finalement qui agissent chacun de leur côté,
mais finalement, c'est la liaison qui est compliquée, en fait. C'est l'interaction entre tout ça qui est compliquée, et de passer d'un spécialiste à un autre, d'un intervenant à un autre, voilà, c'est tout le parcours du combattant du patient. Tu l'as très bien rappelé, Virginie, je crois qu'il faut vraiment qu'on le marque ça là-dessus. Un salarié qui est atteint d'un cancer ou d'une autre maladie, c'est pareil, hein, mais qui est atteint d'un cancer, c'est un vrai parcours du combattant et c'est un planning super chargé. Madame Santana, vous vouliez dire quelque chose? Ah non, c'est Madame Péché, excuse-moi. Madame Péché qui a levé la main. Oui, pardon. Pardon. En termes de questions, je pense qu'elles vont parler à tout le monde parce que même si je parle de ma situation personnelle, aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Je n'arrive pas à contacter la médecine du travail. Je suis passée par mes RH qui ne souhaitent pas me donner leurs coordonnées et qui veulent me rencontrer. Voilà, donc je bloque là. J'arrive pas à aller au-delà. J'ai sollicité les RH en fin d'année dernière pour un entretien de pré-reprise. Les deux solutions qu'on m'a proposées, ça a été une estimation pour une rupture conventionnelle et on m'a dit que j'avais le droit à des IJ, donc que je pouvais solliciter encore mon médecin pour faire d'une prolongation, avec les arguments que le mi-temps thérapeutique n'était pas compatible sur une prise de poste pour un nouveau poste, de fait qu'aujourd'hui, j'étais plus apte à tenir le poste que j'avais avant la maladie. Et c'est pour ça qu'en fait, je voudrais rencontrer la médecine du travail pour voir cette question d'inaptitude ou d'aménagement de poste. Et j'avais encore une question, mais Christine le sait trop bien. Elle est partie. Christine, oui. Voilà, elle est partie, la question. Elle reviendra peut-être après. C'était par rapport au dispositif, non? Quelque chose sur, Oui, c'était ça. Merci, Philippe. Quid si le médecin du travail fait des recommandations, mais que les RH ou le manager ne sont pas... Enfin, est-ce qu'ils sont obligés de les accepter? Est-ce qu'ils peuvent avoir un droit de veto? Ou est-ce que du coup, derrière, ça induit, si ils estiment le manager que ce n'est pas compatible avec la charge de travail et la façon dont il manage son équipe, est-ce que derrière, ça inclut un reclassement? Là, il faut demander aux spécialistes. Alors, bienvenue dans le monde de la médecine du travail. C'est notre boulot. C'est-à-dire qu'on passe notre temps. Alors, déjà, il faut rappeler la loi. Hein. La loi, c'est que chacun a son médecin du travail, que normalement, les coordonnées du médecin du travail sont accessibles à tout salarié, sont même affichées. Normalement, si vous avez des DP ou des tableaux d'affichage, voilà, on ne peut pas vous dire que vous n'avez pas de médecin du travail. Ça n'existe pas. Vous avez un médecin du travail, vous avez une équipe de… Enfin, voilà, c'est la loi et c'est justement pour ça qu'on existe. Ensuite, le médecin du travail propose des aménagements de poste. Si l'employeur n'est pas tenu, tout ça c'est écrit dans des textes de loi, si l'employeur n'est pas en capacité d'appliquer ces aménagements de poste, il est tenu de justifier par écrit le fait qu'il ne puisse pas. Évidemment, le fait de le justifier par écrit, on comprend bien que le législateur a anticipé en fait potentiellement une mauvaise foi de l'employeur, ce qui peut malheureusement arriver dans certaines situations. Alors, quand je dis mauvaise foi, il faut bien remettre en contrepartie qu'il est tenu, lui, à des objectifs malheureusement de production et qu'il se retrouve confronté dans une situation telle que la vôtre, en fait, à un paradoxe, c'est-à-dire je dois continuer à faire et la personne que j'avais embauchée à l'origine n'est plus en capacité de faire. Donc, on pourrait imaginer dans la tête qu'il y a une rupture tacite du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en réalité. Les évolutions de la santé de chaque individu, on ne peut pas avoir à 25 ans le même état de santé que 20 ans après. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait, la médecine du travail arrive à proposer des aménagements de poste. De fait, il y a des situations qui sont telles qu'on n'arrive plus à trouver de compromis satisfaisant. La rupture conventionnelle est une possibilité. Le plus logique, ce serait que dans le cadre de la maladie, si véritablement votre état de santé n'est plus compatible avec le travail que vous faites, mais ça se discute, hein, vous voyez bien que c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est des choses qui s'échangent, c'est de la confiance qui s'instaure. Est-ce que finalement, ce serait pas l'occasion parce que être et avoir été, est-ce que ce serait pas l'occasion de changer voilà, bon, on ne sait pas. Ou bref, toujours est-il qu'on peut, nous, être amené à proposer une inaptitude
pour raison médicale. Et après, là encore, on rentre dans un cadre de loi tout à fait bien établi, avec des indemnités qui vont dans le sens. Et quand c'est dans le cas de… on a le droit aux indemnités chômage, derrière tout ça. Bon, mais évidemment, on comprend bien l'abandon que ça sous-entend pour la personne qui vient d'être victime, finalement, d'une maladie, mais qui est responsable de rien, elle est juste tributaire d'une pathologie qui vient de lui arriver. La souffrance que ça engendre derrière, après, d'être lâché par l'entreprise qui vous faisait confiance, quoi. Et ça, faut quand même remettre tout ça en perspective. C'est pour ça que les mots qu'utilise David avec beaucoup de sensibilité et puis d'intelligence, en fait, sont vachement importants. Donc, il faut absolument qu'on forme les DRH et les entreprises à ça. On est tous confrontés à cette difficulté. Hein. Je pense que l'employeur, comme malheureusement le patient, mais l'employeur, il se doit d'avoir un respect, une bienveillance malgré tout vis-à-vis de ça, et puis de mettre sur le tapis cette complexité. Lui aussi, il a des difficultés. Mais voilà, la médecine du travail, elle est là justement pour, quand je parlais tout à l'heure dans ma présentation d'origine de l'incompréhension, je pense que c'est évidemment un euphémisme, c'est bien plus fort que ça, c'est pour éviter le conflit, la réalité. Il y a des incompréhensions, mais ces incompréhensions, c'est la source potentielle d'un conflit. Et ça, c'est vraiment notre mission, elle s'ancre vraiment là-dedans. C'est la complexité de notre métier, hein. C'est vraiment, on met le doigt dessus. Si je synthétise ce que tu nous dis, Géry, hein, je simplifie, hein, c'est qu'en gros, l'employeur a quand même des obligations légales, et que s'il ne peut pas y répondre, comme tu dis, pour des objectifs notamment de productivité, il doit le justifier. C'est ça, on est d'accord, hein? Voilà, ok, d'accord. Ça répond à votre question, Madame Léger ? Oui, j'ai juste encore du coup une petite incompréhension quand vous parlez du terme d'inaptitude et sur les conséquences que ça peut avoir, parce que derrière, du coup, j'ai dû zapper la phrase, mais je suis arrivée à indemnité Pôle emploi, mais quand on est inapte, ça n'enclenche pas une procédure de reclassement ? Alors, il y a deux types d'inaptitude. Oui, j'ai fait un petit raccourci. Quand je parlais d'inaptitude, c'était on quitte l'entreprise. On peut être inapte à l'emploi avec une obligation de reclassement d'employeur derrière. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a les deux aspects. On peut imaginer qu'on puisse être reclassé dans l'entreprise. Et si l'employeur, là encore, n'est pas en capacité de proposer l'aménagement de poste ou qui vous propose un poste que vous refusez, de fait, vous quittez l'entreprise. Et si on considère que votre état de santé n'est pas compatible du tout et que de toute façon, pour votre état psychique, c'est mieux de quitter l'entreprise, effectivement, on a des petites possibilités qui consistent à dire que toute votre état de santé est incompatible avec tout reclassement dans un emploi. Donc voilà, donc ça c'est une petite subtilité qui fait que vous quittez l'entreprise sans possibilité, quoique ce n'est pas tout à fait vrai non plus, l'employeur est toujours tenu de proposer un poste de reclassement. Mais bon, voilà globalement. Mais ce que je sous-entendais derrière, c'est que l'inaptitude n'est pas forcément une punition, c'est-à-dire qu'elle reste pour le salarié un droit qui lui permet de toucher malgré tout des indemnités chômage et éventuellement de se reconstruire derrière sur un autre emploi. Et pour ça, on a, nous, des petits outils administratifs. On a Aline qui est avec nous là, dans la salle, entre guillemets, virtuelle. Elle sait très bien, en fait, que nous, quand on est en difficulté pour des problèmes sociaux, avec un salarié qui a un état de santé qui est précaire, qui ne lui permet plus de faire son travail comme avant, on l'oriente vers l'assistante sociale qui donne tous les aspects, on va dire, administratifs qui lui permettront de se reclasser après à l'externe dans les meilleures conditions possibles. Faut bien voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et parfois, c'est plus dur de rester que de partir. Donc, il faut trouver vraiment, c'est le cas individuel. Mais la réalité, c'est que la loi s'applique pour tout le monde et que l'employeur est tenu effectivement de reclasser son salarié. D'accord. Super. Très clair, merci. C'est top. On va faire un petit mot de la fin, enfin pas un mot de la fin, mais on gardera encore un petit peu de temps pour les questions. Mais je vais donner la parole à Virginie pour qu'elle nous parle, parce qu'on parle beaucoup de tout le parcours, mais alors en finalité, comment ça se passe, Virginie, quand tu reviens au travail et quel bilan tu en tires, toi? Alors, il n'y a pas toujours des choses négatives dans le retour au travail, parce que là, on a évoqué quand même pas mal de sujets négatifs, surtout moi, sur mon non-accompagnement de la part de mon entreprise. En revanche, j'ai eu un super accompagnement par mes RH et par ma médecine du travail, alors que je ne les ai pas vus pendant un an, que je n'ai pas eu pas de son, pas d'image. J'ai mis un mois avant de recontacter mon entreprise pour dire que je revenais. Et
vous savez, on appelle, on raccroche vite, on est en pleurs, on n'ose pas, voilà. Et je suis tombée sur mon RH, ma RH même à l'époque, qui m'a dit, mais laissez-vous porter, il va y avoir une visite de reprise, laissez-vous porter, c'est bon, vous allez revenir. Et à partir de là, mais j'ai pleuré au téléphone tellement que j'étais soulagée parce que je savais que j'étais entre de bonnes mains et que j'avais toujours mon nom et ma place dans l'entreprise. Et pour la petite histoire, j'ai prolongé mon arrêt de travail pour faire ma visite de pré-reprise. J'ai repris en mi-temps thérapeutique. Je me suis rendu compte que mon poste de commercial, c'était plus ce que je voulais, hein. J'avais changé de façon de voir les choses et d'avis. Et là, on m'a dit, mais postule en interne à un poste qui peut t'intéresser. Je dis, non, mais je ne peux pas, je suis en mi-temps thérapeutique. Et on m'a dit, mais et alors? On va regarder ta motivation, on fait abstraction de ton arrêt maladie. Il n'y a pas de stigmatisation à cause de ta, entre guillemets, de ta prise de poids, parce que j'avais pris 30 kilos, que tu n'aies plus de cheveux. Voilà, on regarde ce que tu as fait aussi auparavant, ta motivation et ton envie, ce qui m'a permis, en étant en mi-temps thérapeutique, d'évoluer sur un poste de consultante entreprise, retraite, le job que j'occupe actuellement et dans lequel je m'éclate. Et j'ai fait ça pendant mon mi-temps thérapeutique, alors qu'on était plusieurs en lice. Et mon RH me rassurait. À la fois, c'était lui qui me disait, mais arrête de dire que tu n'as pas les capacités, arrête de dire que tu n'es pas faite pour évoluer. On s'en fout en quelque sorte que tu aies été malade. On va tout faire pour t'accompagner. Donc, j'ai eu un très mauvais accompagnement pendant la maladie, mais moi, je veux que vous restiez aussi sur le fait que j'ai eu un très bon retour au travail. Et voilà, et maintenant, je communique et j'ai envie de communiquer. C'est pour ça que j'ai fait mes études, que je suis là aujourd'hui pour dire, OK, il peut y avoir des loupés, mais voilà, il faut libérer la parole. Le cancer, ce n'est pas un tabou. Et la bienveillance, voilà, prenez contact avec vos salariés. OK, la loi, elle ne l'accepte pas, prise de contact, mais un petit SMS de bienveillance, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. Bon, il faut faire attention à la maladie et au cancer, hein. Mais voilà, faites-le et ça soulagera le malade. Voilà. C'est très bien, Virginie, merci beaucoup. Et donc, Christine, toi, moi, je voulais juste rajouter un point, parce que pour ma part, ça s'est passé un peu différemment. En fait, j'ai voulu rentrer au travail trop rapidement par rapport à la vie de mon entourage et du médecin, parce que j'avais envie de tourner la page, de passer à autre chose. Donc, le message que je voulais passer, c'est écoutez quand même votre envie de refaire du lien social. Et il faut prendre le temps pour rentrer en entreprise, puisque ça demande énormément d'énergie. Et quelque chose, Philippe connaît, qui est un peu ma marotte, ce n'est pas parce que vous êtes considéré, vous sortez de l'hôpital, des soins et que vous êtes guéri aux yeux de l'hôpital que vous êtes rétabli de votre cancer. Donc, il y a un cheminement à faire qui est important. Il y a les associations, il y a le médecin du travail qui peut vous aider par la pré-reprise. Il y a également plein d'autres éléments en continuant à voir ses collègues de travail et rentrer quand on se sent prêt, même si vous avez des difficultés à contacter vos RH, comme nous a pu nous parler, nous dire Caroline aussi, ce qui a été mon cas, puisqu'ils ne savaient pas, eux, qu'il fallait que je fasse une visite de médecin du travail pour la reprise. Mais ça, vous êtes habitué, enfin, le patient maintenant est habitué à aller chercher les infos, il l'a fait tout le temps et aider. Ce que je voulais dire, c'est que le cancer fait peur, même avec votre RH, et qu'il ne faut pas leur lancer la pierre, mais plutôt essayer d'aller vers eux et les ramener vers soi. Et en entreprise aussi, ce pourquoi je voulais témoigner, c'est que vous êtes absenté longtemps, vous demandez une formation, et moi, on me l'a refusé. Je voulais juste une formation pour reprendre contact avec l'entreprise, connaître quelles étaient les nouvelles, j'allais dire les nouvelles marottes, le mot me part, mais les nouveaux objectifs, la nouvelle culture. Est-ce que dans mon métier, il y a des ratios, parce que c'était dans la finance immobilière, des ratios qui ont évolué? Que s'est-il passé? Le marché dehors, comment il est? Voilà, qu'on fasse, hein, si vous avez loupé un an de votre vie, enfin un an de professionnel, vous juste vous remettre pour vous donner les éléments, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de rentrer mi-temps thérapeutique
et de ne plus être autonome dans son travail, être obligé d'aller demander, quémander de l'information. C'est très compliqué, surtout vous fatiguez vite, il faut parfois reprendre plusieurs fois. Donc, ce que je voulais dire comme message, c'est que même si on n'est pas attendu, faut garder cette patience qu'on a eue pendant toute la maladie et aller vers les autres parce que, comme l'a rappelé Philippe, le cancer, on en meurt encore et ça fait peur. Ce côté finitude de la vie fait peur à tout un chacun. Les médecins sont nos alliés parce que eux, de par leur profession, ont appris j'allais dire à jouer, mais à vivre avec ces sentiments-là. Et si un collègue vous dit des petites phrases, des petits mots qui vous font sortir de vos gonds, sachez que c'est normal et acceptez de communiquer vos émotions. Parce que ça, c'est quelque chose, un atelier que je fais en ETP là, à l'hôpital, sur les mots. Les mots assassins que vous pouvez entendre de vos proches, de vos médecins qui ne sont pas toujours bien formés, de vos confrères au travail. Je vous en donne juste un, la fatigue. Nous aussi, on est fatigué avec tout le travail qu'on est obligé de faire pour toi, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça aussi, l'incompréhension de ce qu'est la fatigue d'un patient qui a reçu de la chimio. Moi, j'ai découvert la radiothérapie, je pensais que ça fatiguait pas. Eh ben non, je témoigne, j'en profite pour dire que ça fatigue. Donc voilà, tout ça, je pense qu'il y a une communication qui est importante. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait les formations comme Virginie, Philippe, moi, Caroline qui est là, on est tous des patients qui voulons communiquer, mais aussi bien en entreprise que là en webinar, pour expliquer et permettre à tous ceux qui arrivent après nous de pouvoir retrouver ce lien social qui cache de cette solitude qu'est la maladie. Et retourner au travail fait partie complètement de ce rétablissement, de ce cheminement. Et le retour au travail, il y a une certaine période avant qu'on soit efficace et rentable, mais ça fait partie de ce cheminement qui nous permettra, au bout d'un certain temps, de l'être à nouveau. On en revient à cet objectif, merci Christine, de sensibilisation finalement. On en revient, c'est encore une fois à ce qu'on a dit tout à l'heure, la sensibilisation qui répond à l'information notamment et à l'accessibilité au droit, à l'apport d'informations, à l'apport des circuits, des acteurs présents. Encore une fois, c'est toujours l'info, on voit bien que dans la maladie, mais notamment dans le cancer, l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce que dispense Géry, c'est ce que dispense aussi David, c'est de l'information quelque part. C'est de l'information qualitative, c'est comme l'a très bien dit Géry, c'est casser les représentations qu'on peut avoir liées au cancer. Voilà, que je suis d'accord avec ce que dit Géry, nous, l'association existe depuis plus de 55 ans, et moi, j'ai pas connu il y a 55 ans, mais on peut très bien imaginer ce que c'était socialement et médicalement, et que c'était pas du tout les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre association, elle a été créée. C'était que, voilà, il y a 55 ans, on vous disait que vous avez un cancer, c'était synonyme de mort, vous saviez condamné. Aujourd'hui, effectivement, le paradigme a changé, il est autre, il est plus, on va dire, il est plus diversifié entre guillemets, mais encore une fois, on voit bien que l'information, en tout cas, est un des leviers hyper importants en entreprise. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions encore avant qu'on vous libère, entre guillemets? Philippe, Jean-Jacques, je voudrais... Ah, et Jean-Jacques, oui. Bonjour à tous, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je suis Jean-Jacques Doucet, je suis président de l'association. Et je voulais surtout dire à Virginie, merci Virginie pour ce message un peu positif que tu as voulu délivrer, car les entreprises, elles ne font pas toujours les choses bien, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui voudraient faire mieux. Et c'est en cela que notre association a un rôle très important, c'est d'aller les voir, d'aller leur expliquer, parce qu'ils ne savent pas. Ils ont beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations différentes. Et à un moment donné, notre rôle, nous, le rôle à Philippe, le rôle de Béatrice, c'est d'aller expliquer à tous ces chefs d'entreprise, à tous ces dirigeants, que finalement, le retour au travail ou la déclaration d'un salarié, la déclaration de la maladie d'un salarié, tout ceci, c'est aussi important que le reste et ça doit être traité. Mais ça s'apprend. Et c'est notre rôle à nous d'aller les sensibiliser et de leur apprendre cela. Voilà, bonne journée à tous en tout cas. Merci Jean-Jacques. S'il y a encore des questions, peut-être.
toute façon, si vous avez des questions on va dire après, en disant tiens, j'aurais dû poser cette question-là, Béatrice a laissé ses coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on fera en sorte d'y répondre, bien évidemment. Voilà, si c'est à destination de Jerry, David, Christine, Valérie, Virginie, je crois que je t'appelle Valérie, ou moi ou Béatrice, n'hésitez pas. Voilà, on répondra à la question et on trouvera le bon interlocuteur. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, on met toutes nos actions et puis des petites astuces aussi parfois, des témoignages. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de nouveau pour les entreprises contre le cancer, mais ça permet aussi de communiquer et puis de transférer. Donc, n'hésitez pas. Et de partager. Moi, je voudrais juste dire un mot. C'est là, on a beaucoup parlé, on a eu des exemples donc, de personnes qui n'avaient pas pu, qui avaient dû se mettre en arrêt maladie, que ce soit par rapport physiquement ou qui n'étaient pas bien et qui ne pouvaient plus assumer leur activité, ou tout simplement qui ne pouvaient pas télétravailler. Et on n'a pas parlé des personnes qui, comme moi, en fait, ont maintenu l'activité, parce que moi, c'est mon état d'esprit. Il fallait que je puisse, en fait, pour pouvoir mieux combattre toute cette chimio, cette radiothérapie, et que c'était l'année dernière, en fait, et l'opération, pouvoir avoir cette idée que je puisse tout de même télétravailler, avoir encore un pied dans l'entreprise. Et je pense aussi qu'il y a un accompagnement qui doit se faire, parce que, bien évidemment, mon idée était de poursuivre mon activité, mais après, je ne savais pas dans quelles conditions, si mon corps et ma tête allaient pouvoir me permettre. Ça, c'est une chose. Mais donc, je me suis aussi rendu compte qu'effectivement, je n'étais plus à 100%, même si je télétravaillais. Néanmoins, j'avais quand même le soutien de mon manager, de mes directeurs. Et ça a été un souffle, un bien-être fou, parce que je savais que même si je n'étais pas à 100%, j'avais le soutien à 300 de mon manager. Donc ça, c'est aussi important. Après, ça dépend des postes. C'est encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est la maladie telle qu'elle vous atteint. Bon, c'est un tout, mais je pense que aussi, faut pas que focaliser sur une reprise et de dire qu'il y a des personnes qui sont atteintes et qui n'ont pas poursuivi leur activité, qui ont été obligées d'être en arrêt maladie. Vous avez aussi un certain nombre de personnes, je ne sais pas quel est le pourcentage, je ne sais pas du tout, mais qui souhaitent maintenir leur activité, qui peuvent la maintenir pour X raisons. Je vais commencer à répondre, mais je pense que les autres pourront compléter, Mme Santana. Donc, si je comprends bien, c'est le fait de maintenir votre activité, c'était un choix personnel, on est bien d'accord? Ah, ça a été mon choix personnel. Moi, je ne me suis pas du tout arrêtée. D'accord. Vraiment pas. Il y a eu juste, quand je me suis fait opérer, que je me suis arrêtée une semaine. Mais sinon, sur mon parcours, que ce soit la chimio, parce que j'ai eu 5-6 mois de chimio, plus la radiothérapie là, que j'ai terminée en fin d'année, j'ai vraiment, pour moi, c'était une condition de maintenir cette… déjà, bravo, Madame Santana, d'être là avec nous. Après, comme on le disait tout à l'heure, et le docteur le disait, il n'y a pas un cancer, il n'y a pas un traitement. Les traitements, en plus, les effets secondaires sont différents d'une personne à l'autre et même d'une cure à l'autre. Comme vous le savez très bien, il y a une cure de chimio, ça peut vous emmener à un tel état, et puis la deuxième dans un autre état. On est tous différents. Moi, la parenthèse, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que pour la chimiothérapie, j'ai été malade. Je ne vous cache pas. Grosse fatigue, migraine tous les jours, mal au cœur. Mais bon, il y a des moments où je décrochais parce qu'effectivement, la concentration, la mémoire, tout ce qui a été un peu dit et décrit. Mais j'arrivais quand même, les moments où j'étais mieux, à me reconnecter, et c'était un besoin en fait. Voilà. Justement, c'est intéressant, Madame Santana, que vous évoquiez ce cas de figure, parce que effectivement, c'est toujours de faire la distinction entre je me maintiens dans mon emploi parce que j'en ai besoin, ou je me maintiens à mon emploi, et Jerry l'a évoqué à un moment, parce que j'ai peur de perdre mon emploi. Obligation, voilà. Par obligation. Et moi, ma question, ce serait, si aujourd'hui, vous refaisiez ça, entre guillemets, vous repartiez de zéro, entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez? Écoutez, moi, non. Non, je ne changerai pas parce que je considère… alors, je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie ou
comment ça s'est passé, parce que moi, à l'annonce du concert, c'est moi qui ai découvert la masse. Et en fait, tout de suite, dans mon esprit, c'était un cancer. Et ça s'est fait très vite. J'ai été voir mon médecin généraliste et je lui ai dit, là, je pense qu'il faut qu'on fasse une mammo. J'ai été voir la mammo. Tout s'est enchaîné. Et après, même quand j'ai dû me couper les cheveux, parce que j'avais les cheveux longs, donc la tête rasée, j'ai pas été… oui, ça ne m'a pas affecté plus que ça. J'ai accepté dans ma tête un certain nombre de choses. Et peut-être que le fait d'avoir été un peu plus sereine dès le départ m'a permis de mieux appréhender le reste. Et puis, c'est vrai que j'ai un employeur formidable et un responsable aussi qui m'ont permis, oui, j'ai été privilégiée certainement, je le reconnais volontiers. Et c'est tout ça mis bout à bout ont fait que cette expérience, finalement, pas du tout traumatisante en soi. Et une activité… J'ai jamais trop lâché. J'ai eu toujours plus ou moins la pêche. Il y a eu des moments, bien sûr, voilà, vous le savez, ça a été plus compliqué que d'autres. Mais dans l'ensemble, voilà, je ne reste pas du tout traumatisée par mon année 2021. Là, je retrouve, je dirais, mon énergie que j'avais perdue. Là, je retrouve peu à peu. J'ai des séquelles parce que j'ai des neuropathies au niveau des pieds. Pour l'instant, on va voir comment ça va évoluer. Mais pour moi, voilà, je suis sereine. J'ai même, là, pour vous dire, même ma mère, qui quelques mois après a été aussi diagnostiquée, elle, pour un autre cancer. Donc, mais voilà, je reste… Votre témoignage est important, parce que ça montre… je me sens bien. Voilà. Voilà. Mais votre témoignage est important aussi. Voilà, ça permet de dire qu'on peut avoir un cancer, qu'on est tous différents, que parfois certaines activités peuvent être faites en télétravail. Moi, en 2013, le télétravail, ça n'existe pas. Voilà, après, ça dépend, il y a eu une évolution importante. Il y a eu une évolution et votre témoignage fait du bien aussi. Comme on le disait, l'image du cancer a changé. Maintenant, on peut avoir une vie et avoir un cancer et être sous traitement pour un cancer. Et votre témoignage fait du bien pour dire qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie, que ça soit psychologiquement, dans le monde professionnel, dans son entreprise. Bientôt, on va diffuser le témoignage d'une personne qui était indépendante, qui est indépendant, pardon, et qui a vécu son cancer aussi différemment. On est vraiment tous différents. En fait, le mot-clé, c'est pour arrêter le tabou, l'enfermement autour du mot cancer, ou que ce soit cancer ou autre maladie. Autre maladie, tout à fait. Mais j'englobe tout le monde. Et ça, je pense qu'il y a eu une réelle évolution et peut-être aujourd'hui plus qu'à un autre moment, ça va réellement s'accélérer et on va considérer un peu mieux et prendre en charge au sein de l'entreprise, mais après, dans la vie au quotidien, il faut arrêter. Moi, je suis sortie, je n'avais pas de perruque. J'avais des regards. Je n'ai pas voulu la prendre finalement parce que moi, je n'avais pas de problème à me regarder dans le miroir. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, avoir la tête rasée, moi qui ai les cheveux longs. Et puis finalement, je dis, non, c'est un témoignage qui fait du bien. Vraiment, votre témoignage fait du bien. Parce que même dans les magasins, j'avais des fois des personnes qui venaient vers moi. Vous êtes courageux, mais non, il n'y a pas besoin de courageux. Je suis un être humain. Je suis sans cheveux. Là, je suis malade. Géry, vous vouliez réagir? Oui, c'est quand les métiers sont compatibles, c'est possible de le faire. Là encore, c'est bien accompagné, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et à partir du moment où les employeurs le comprennent et ils ont l'intelligence d'adapter aussi la charge de travail parfois à certaines fluctuations médicales, évidemment, ça c'est bien. Ça permet de vivre et d'être et de pas être à l'index, parce que c'est ça le truc aussi. Quand on est à l'index, on n'est plus… Il y a un truc qui se bouleverse. Donc, on comprend bien, en fait, on a envie de faire… Et souvent, Christine disait beaucoup ça, c'est-à-dire faire comme avant.
mais c'est plus tout à fait comme avant quand même, donc il y a des petits trucs qui changent. Mais ce que je veux dire, quand les métiers sont compatibles, ça marche bien. Quand c'est des métiers plus physiques, souvent c'est difficile. Quand c'est physique, vous ne pouvez pas, là, clairement, donc il y a voilà, des métiers plus sédentaires. Oui, et encore, l'impact cognitif est parfois compliqué aussi, donc ça, pour le coup, ça relève de la tolérance et de l'adaptation de la charge de travail. Ça, c'est un truc qui n'est pas très facile à écrire sur une attestation d'aménagement de poste, c'est adapter la charge de travail. Alors, il y en a qui le font très naturellement, hein, des employeurs qui comprennent que voilà, il faut ajuster. Parfois, ce n'est pas si facile. J'ai eu la chance, je n'ai pas dû trop ajuster ou faire une demande d'ajustement parce que justement, j'arrivais à répartir. Moi, je ne considérais plus ma semaine à 5 jours, mais je considérais ma semaine à 7 jours. Et encore une fois, sans obligation, hein, et on ne m'a jamais rien demandé. Mais c'était pour moi, pour mon bien-être. Pour mon bien-être. Je n'ai même pas sollicité la médecine du travail, mais je reconnais en soi que c'est nécessaire de pouvoir aussi inclure et profiter et diffuser l'information sur le rôle justement de la médecine du travail et le rôle aussi de d'autres associations formidables. Merci Madame Santana, c'est très intéressant en tout cas d'avoir réagi sur ce truc et ça nous met effectivement d'autres parcours, d'autres possibilités en tête. Donc merci pour ce témoignage. Je vais jouer un petit peu le mauvais garçon, faire le timekeeper. On est déjà à 1h30. Avec ce genre de sujet, on pourrait en parler pendant des heures et c'est toujours passionnant, on peut toujours réagir. En plus, tout le monde a une expérience extrêmement intéressante à partager et merci pour tous ceux qui ont participé. Merci à tous les intervenants, merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont réagi, qui ont posé des questions, etc. Donc merci infiniment d'avoir alimenté cette discussion, cette table ronde. On vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires et comme l'a dit Virginie, effectivement, n'hésitez pas à suivre nos actualités. Voilà, et donc merci infiniment à tous les intervenants, vous avez été super. Et puis on se dit à très vite. À très vite, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Surtout. Oui, vous, c'est ça, exactement. À très bientôt. Merci.